Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, Agence Convertix, avec Léo Poitvin. Léo Poitvin qu'on ne présente plus. Je vais quand même te laisser te présenter, hein. Mais vous le connaissez, il est de partout sur YouTube, il publie à fond du contenu, il a 26 000 chaînes. Léo, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Yes, William, avec grand plaisir. Écoute, j'ai fondé une agence SEO qui s'appelle Astrac. Donc, belle synergie avec ton agence Ads, pour le coup, c'est assez fun. Et de l'autre côté, j'ai aussi cofondé une plateforme qui permet d'acheter et vendre des backlinks. Donc, un- une matière première fondamentale quand on fait du SEO, qui s'appelle Linkavista. C'est deux entreprises que j'ai cofondées depuis il y a 1 an et demi, à peu près, grosso modo. Et voilà, c'est mes débuts en entrepreneuriat. J'ai toujours bien aimé le SEO. J'ai toujours fait beaucoup de SEO, toujours beaucoup posté sur Twitter initialement, puis j'ai lancé YouTube, puis j'ai lancé LinkedIn, etc. Choses qui sont des plateformes assez fantastiques. Donc je suis très content de ce que je fais là-bas. Écoute, impatient de pouvoir parler de SEO avec toi aujourd'hui. Ouais, bah avec grand plaisir. Aujourd'hui, moi, sur la chaîne de Convertix, on parle beaucoup d'ads. Il y a pas mal de gens qui connaissent pas forcément grand-chose au SEO. Il y en a qui sont des anciens du SEO. Est-ce que tu pourrais, en peut-être 1 ou 2 minutes, nous reparler du SEO, les fondamentaux, mais moi, je veux la version 2026. C'est quoi le SEO? C'est quoi les enjeux? Et comment est-ce qu'on fait du SEO, mais vraiment de manière hyper synthétique? Et après, t'imagines bien que dans toutes ces portes ouvertes, on va y aller à fond. On va pouvoir dérouler avec plaisir. Écoute, la base du SEO, c'est trois grands piliers, on va dire même quatre grands piliers en 2026. Le premier, c'est que techniquement, le site il soit facilement crawlable par Google. Donc, avoir un site qui est techniquement viable, on va dire, pour Google, qu'il puisse suivre les liens internes, que ça soit indexable, etc., etc. Si vous utilisez un CMS traditionnel, du genre du WordPress, du Webflow, PrestaShop, Shopify, c'est des choses qui sont assez bien gérées en natif. Donc, généralement, la partie technique, c'est un peu une partie qui est nécessaire quand on est sur des projets à grande échelle qui ont été développés en custom, mais un peu moins nécessaire sur les CMS traditionnels. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de publier du contenu. Donc, assez simplement, avoir des pages qui vont répondre à des intentions de recherche, à des mots-clés. Quelqu'un qui tape, grosso modo, agence SEO, il cherche une agence SEO et donc il faut que vous ayez une page qui explique que vous êtes une agence SEO ou qui parle des agences SEO. Euh, la troisième partie, ça va être sur la partie backlinks. Donc, grosso modo, Google, il a fondé son algo sur le fait que les personnes les plus légitimes sur le web, c'était celles desquelles on parlait, et celles desquelles on parle, c'est celles qui reçoivent des liens, parce que le langage du web, c'est le lien. Donc, grosso modo, les gens desquels qui reçoivent le plus de liens, et ça va être les plus populaires, et donc ils vont remonter automatiquement dans les rankings. Euh, et le quatrième pilier, qui est un pilier qui est vraiment arrivé, on va dire, post 2023, c'est la partie navigation, marque et signaux off-site un peu plus soft signal, tu vois, c'est-à-dire signaux sociaux. Est-ce que vous êtes suivi sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens tapent le nom de votre marque et vont naviguer sur votre site? Est-ce que les gens passent beaucoup de temps sur votre site ou un tout petit peu de temps sur votre site? Et ça a changé pas mal le paradigme en SEO parce qu'en fait, avant, par exemple, les affiliés pouvaient beaucoup se placer. Là où maintenant, un affilié, il a généralement pas vraiment de marque et pas vraiment de navigation. Donc, ils ont tendance à déranquer face à des e-commerce qui, eux, à l'inverse, ont beaucoup de marques et beaucoup de navigation. Et grosso modo, c'est ces quatre piliers-là sur lesquels on joue. Et après, ça va être une question de qualité et fréquence de publication sur le contenu. Ça va être une question de, pareil, vitesse d'acquisition et qualité des backlinks qu'on achète des optimisations pour la navigation et pour la partie technique. Ça, c'est super intéressant. J'empile directement sur le quatrième pilier pour faire les choses Vas-y. dans l'ordre. J'ai l'impression que cette histoire de navigation, on en parle depuis super longtemps. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au SEO, ça devait être en 2015, au tout début. On parlait déjà de ce côté avoir une bonne UX, etc. Comment ça se fait que tu dis que ça commence en 2023? Moi, j'avais l'impression que c'était un peu une rumeur qu'à la fin, en fait, c'était juste une excuse. J'avais pas l'impression que c'était en impact. Pourquoi tu dis que ça démarre en 2023 et pas avant? Ouais, en gros, fin 2023, il y a une update Google qui s'appelle la Helpful Content Update, qui pour moi a vraiment été le marqueur où on a senti que les sites qui n'avaient pas de marque, les sites qui n'avaient pas de navigation, les sites qui étaient vraiment trop SEO, justement, ils s'étaient fait sortir. Quelque chose que j'ai entendu des gars, des gros gars sur la scène du SEO pendant la conférence de Chiang Mai SEO dire, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qui est important, c'est si ton site, il n'a pas une vie en dehors de Google, ton site, il a pas Google ne le voudra pas, tu vois. Google, il veut des sites qui ont une vie, qui ont une légitimité, où quelqu'un puisse citer le site autre que Google, quoi, grosso modo. Euh, la raison pour ça, à mon avis, c'est parce qu'il y a eu une explosion de volume de contenu qui a été produit. À chaque fois, il y a des explications à pourquoi est-ce que l'algo change, hein, grosso modo. Moi, ma vision, c'est que Google, il a juste essayé de enlever le spam progressivement. À la base, il l'a fait avec les backlinks parce que du coup, ça permettait d'avoir uniquement ceux qui avaient de la légitimité. Ensuite, il l'a fait avec le contenu en empêchant le duplicate content et compagnie. Ce qui fait que, grosso modo, de 2013, on va dire, à 2018, 2020, ça a vraiment été une question de qualité de contenu et de qualité des backlinks qui était important.
Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'il y a des clients qui arrivent, je leur demande, mais attends, est-ce que tu as d'autres moyens d'acquise que le SEO? Parce que si tu as que du SEO, on peut le faire et on va y arriver, mais ce sera plus difficile, ce sera plus coûteux, ce sera plus long que si tu pubs déjà à côté, tu vois, t'envoies du SEA ou t'envoies du méta, qui fait que ça te crée une marque forte, ça te crée de l'intérêt et ça crée une vie en dehors de Google, justement. Le lien pour votre rendez-vous stratégique est juste en description. La partie publicitaire. Non, à part cette plaisanterie, non mais je comprends carrément. Par contre, c'est comment est-ce qu'on l'active? Je te prends un exemple. Moi, j'ai un client en tête là. Mon client, c'est Génération Piscine. C'est une super boîte en région lyonnaise qu'on accompagne. Ça se passe super bien. Euh, on les accompagne pas du tout sur la partie SEO, mais imagine que demain, il a envie de bosser son SEO, il a son agence. Qu'est-ce qu'il peut faire lui pour améliorer cette partie en dehors de Google? Lui concrètement, ce qu'il vend, c'est il t'accompagne à faire des coques de piscine. Il vend des coques de piscine aux piscinistes, grosso modo. Au lieu de creuser ta piscine classique, tu vas avoir une coque de piscine et ça va être la base de ta piscine. Comment est-ce que lui demain, il se crée une crédibilité hors Google justement? Je sais pas, t'as des conseils à lui donner? Ouais, 100%. Il y a quelques leviers qui marchent très très bien. Globalement, je dirais le levier numéro un, ça va être le social. Voilà, si tu es capable d'être fort en social, généralement c'est la pub sociale hein, qui va permettre de ramener des choses comme ça. Donc pub méta, pub Instagram, c'est des choses qui marchent bien. Pub Facebook, ça va bien marcher. Ensuite, après ça, il y a, on va dire, deux ou trois facteurs que j'aime bien. Mon facteur préféré, moi personnellement, c'est YouTube. Je trouve que YouTube, c'est l'endroit où on peut créer des marques le plus facilement et ça reste de l'organique. Donc en fait, moi qui viens de l'organique, c'est important. Les gens, ils ont une affinité pour l'organique quand ils viennent me voir. Donc en général, j'essaie de préconiser YouTube parce que c'est de l'organique et tout va être basé cette fois uniquement sur la qualité de contenu et le temps passé sur ta vidéo. Donc grosso modo, l'organique est de plus en plus, voilà, l'organique YouTube, ça permet de créer cette marque sans avoir de dépenser de la pub. Et sinon, c'est beaucoup malheureusement, enfin, de la pub et du contenu. Moi, alors qu'il est posté sur LinkedIn, par exemple, ça me permet de créer cette crédibilité en dehors de Google. Pour quelqu'un qui est beaucoup plus en B2C, ça peut être plus technique. Mais tu peux être, tu vois, faire une interview dans un magazine autour des pros de la piscine, autour des trucs d'extérieur et des choses comme ça. Être présent dans les conférences pour avoir un stand, parler de ta marque, de ce que vous faites différemment. Et en général, globalement, on va dire créer du contenu sur les différences et le marketing que tu as. C'est les meilleures choses pour aller créer une marque et avoir un impact. Et souvent, dans des marchés qui sont très B2C, ça va passer par de la pub ou alors des effets de buzz qui peuvent aussi être faits, générer avec de la pub, etc. Putain, j'ai les boules parce que je voulais absolument éviter de devoir aller dans des stands en physique avec Convertix. Je me disais, punaise, à l'ère du digital, mais enfin, allez, ça me semble une ineptie de devoir aller dans un stand, enfin, créer un stand physique où t'attends. Mais t'es pas obligé, hein. Tu peux avec LinkedIn, YouTube, tu peux créer une auto de brand qui est amplement suffisante, tu vois, avant d'aller acheter un stand en physique. Et je pense qu'il vaut mieux commencer par ça, puis faire le stand en physique, comme ça tu auras un meilleur ROI dessus. Parce qu'à moins d'être une brute commerciale, le stand en physique c'est quand même pas super facile à utiliser. Souvent c'est bien combiné avec de l'outbound. Outbound ça va très bien marcher aussi en B2B, donc cold mail par exemple. Et notamment si tu fais conférence plus cold mail pour préparer les rendez-vous de la conférence, etc., tu peux avoir un très bon ROI dessus. Mais c'est pas forcément, enfin, moi c'est un domaine que je connais moins, donc j'irai pas dessus. Et puis je suis pas en France, donc pour moi c'est pas Ouais, possible ouais, simplement. compliqué pour les stands. Ouais. Mais non, non, mais je comprends bien. Là, tu vois, sur la partie magazine, si je prends notre agence Convertix, on a commencé à avoir le réflexe de se dire, à chaque fois qu'on signe une référence qui est sympa, déjà, on va communiquer sur LinkedIn à ce niveau-là, tout bête, mais Convertix accompagne Pierre-Paul Jacques à faire ça, enfin, telle entreprise. Et tout bête, hein, mais un communiqué de presse qu'on envoie à une liste de journalistes, en fait, Ah, bah, il bien peut sûr. faire un article pour nous. On est en train de tester ça là en ce moment, on n'a pas eu de grand succès. L'ARP c'est un métier à part, c'est tellement compliqué. Nous c'est marrant parce qu'avec le SEO il y a une bonne, comment dire, théoriquement une bonne synergie entre l'ARP et le SEO parce que ça nous permet d'acquérir du backlink en fait. Les gens ils vont citer ta marque, ils vont mettre un lien vers ton site et donc souvent ça va permettre de générer du backlink. La réalité c'est que la RP ce qui est très compliqué c'est qu'il faut avoir ses entrées avec les journalistes, il faut connaître ce qu'ils veulent, il faut connaître tu vois le modèle, préparer l'article comme il le faut, l'envoyer à la bonne heure, à la bonne personne au bon moment sans cramer ta relation. C'est ce qui fait que c'est très compliqué et que tu as des agences de RP qui ont justement ce réseau qui fait qui arrive à le déclencher mais moi c'est un enfer. Enfin moi je vais pas là-dessus parce que les RP classiques c'est trop cher, trop difficile à déclencher je trouve. Ouais, bah, en fait, naïvement parlant, moi, j'ai envie de te dire, t'as ta thématique, t'as ton fichier avec tes 500 mails de personnes à qui envoyer ton communiqué de presse. Ton communiqué de presse, tu pitches le sujet à ChatGPT, il te fait ton communiqué de presse clé en main, t'envoies ton PDF, terminado. Oui, j'imagine bien que euh, aujourd'hui, de toute façon, c'est la guerre à l'attention. Un média qui a réussi à bien prendre, ils veulent le monétiser, à un moment, faut qu'ils gagnent leur vie.
En fait, disons que c'est très 20-80 parce que tu vois, moi, typiquement, on a une signature, on donne le contexte, j'ai mon PDF, j'envoie à tout le monde. Et tu vois, en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on a les Ours de la Com, qui est un média dédié à la communication dans les Ours de la Com. Et en fait, j'ai envoyé mon communiqué de presse et j'ai eu un coup de téléphone de la journaliste qui était responsable des agences qui m'a posé des questions et en fait, alors du coup, qui m'a dit qu'elle allait pas publier parce que le business était trop vieux en l'occurrence. On a signé une nouvelle belle référence, on a signé Léo Go, qui est dans l'autopartage de voitures en région lyonnaise, que tout le monde connaît à Lyon. Et j'espère qu'on va être publié dessus. Mais par contre, du coup, du coup, je suis rentré dans leur carnet d'adresse et j'ai été contacté par une de leurs journalistes pour faire une tribune sur le fait de lutter pour ou contre les GAFA en France. Et c'est tout bête, mais du coup, je vais avoir une première citation, donc je vais me faire un Mais ça, peu ma c'est trop personne. bien. Ça, c'est trop trop bien. Ton 20-80, il marche trop bien. Enfin, là, tu vois, t'as la tribune dans le média local, c'est l'objectif, quoi. Donc, écoute, ton playbook fonctionne. Je vais te l'emprunter. Hop là, Cloud Code, c'est bon, c'est réglé. Non mais, enfin, sans déconner, carrément en fait. Surtout que j'ai envie de dire, c'est un peu l'ancien monde. Enfin, moi, je lis pas de journaux. Moi, je veux des informations, je les vois passer dans mon feed et éventuellement, je creuse, je consomme, YouTube en accéléré x2 pour conseiller une thématique. Mais je ne lis pas de magazine. Enfin, ça me semble ubuesque. Je veux dire que demain, utilise Léo, tu vas recevoir un super magazine sur le SEO que tu vas recevoir par voie postale. Alors, ça pourrait être stylé, mine de rien, parce qu'en fait, si je te C'est une méthode de marketing monstrueuse, hein. Si tu veux, tu prints des magazines personnalisés sur l'Ads et où tu parles de ta marque régulièrement et tout, et tu envoies à tous tes prospects, c'est extrêmement fort. Ça coûte un peu cher, en fait, ça va te coûter 10, 15, 20 euros, tu vois, par exemplaire ou quelque chose comme ça. Mais quand tu sais que ton clic, il te vaut déjà 10 euros, l'effet waouh, il est 100 fois meilleur avec un magazine qui arrive en voie postale et t'es le seul à le faire. Donc, c'est une méthode marketing qui marche très bien, mais bon, à l'échelle, faut être prêt à produire, quoi. le call mailing par voie postale, moi j'y crois énormément parce qu'en fait le taux d'ouverture d'une lettre idéalement rédigée à la main au niveau de l'enveloppe adressée à toi personnellement, il est de 100%. En fait, tu reçois une Bah ouais, ouais, lettre, ouais. t'ouvres, Ouais. tu jettes pas la lettre sans savoir est-ce que c'est un proche ou quoi. Après, est-ce que le contenu est intéressant, c'est autre chose, euh, mais ouais, en tout cas, c'est des leviers auxquels je crois pas mal. Ça, c'est sur la partie plus RP. Je pense qu'il y aura une vidéo entière à faire. Et en fait, le mieux, ce serait de faire un échange à trois avec un responsable relations presse pour qu'il nous parle de son métier. Ce serait hyper pertinent. Et je pense que ça aurait beaucoup sa place sur ta chaîne YouTube, mine de rien, parce que il y a des méga synergies et j'ai l'impression que c'est assez peu abordé le rôle des RP dans le SEO. Surtout Euh, en France, en fait. À l'international, c'est des monstres, ils adorent ça. En France, très très peu. Mais t'as raison, je me note ça parce que c'est une bonne idée, en fait. Tu vois, c'est Bah, simplement une bonne en idée, fait, quoi. enfin, j'ai l'impression que tu serais le premier à parler publiquement de utiliser les RP comme levier SEO parce qu'en fait, c'est une évidence, c'est du backlink gratos. Alors, ça irait peut-être en concurrence avec ton activité de vente de backlink, ça va faire la C'est ok, super fin de c'est mission. ok. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est ok. Ouais, et en fait, il y aurait une verticale de fou. Et même les gens en relation presse pourraient vendre plus la vision SEO. Pardon. C'est pas le lieu et l'heure de brainstormer sur les idées. Les backlinks en 2026, est-ce que ça sert toujours autant? Ouais, alors qu'il est, en fait, il y a deux points, je pense. La réalité, c'est que comme je te l'ai dit, la part de la navigation et de l'expérience utilisateur et de la puissance de la marque, elle est en train d'augmenter de manière significative. Donc si ça augmente, c'est que ça le prend à d'autres éléments, tu vois. Les deux éléments où ça le prend particulièrement, c'est la partie backlink et la partie contenu. C'est eux qui ont un petit peu perdu en puissance avec le temps. Ça reste deux leviers qui sont très puissants et tu peux pas vraiment, à mon avis, te passer complètement de l'un ou de l'autre. Même si honnêtement, il y a des pages où on voit elles arrivent à ranker avec très peu de contenu ou très peu de backlink et une expérience de fou furieux. Globalement, plus t'as des trois, mieux c'est et mieux ça sera. Les marques sur lesquelles c'est le plus nécessaire, et ça c'est intéressant, c'est les marques qui justement font beaucoup de pubs, ont une très bonne acquisition, ont une très bonne marque, mais ont à l'inverse jamais fait de backlink, tu vois, jamais été chercher de partenariat, jamais fait tout ça. Et donc en fait, elles ont une espèce de déficit naturel en backlink, alors que tous les autres leviers ils sont poussés au max. Donc dans ces cas-là, si tu pousses le levier backlink, ce qui se passe, c'est que euh, Google il kiffe quoi. Il voit qu'en fait, tu as aussi ce signal SEO primaire qui vient chercher et ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment intéressant. Ce que j'aime bien en croissance de backlink, c'est de se dire on va adosser la croissance de backlink avec la croissance de la marque. Et en général, quand tu arrives à avoir un peu ces deux courbes qui sont corrélées, c'est là où tu maximises les effets des deux. Parce qu'en fait, Google, il voit une croissance de backlink qui est naturelle et qui va te pair avec une croissance de marque. Et c'est logique, tu vois, d'un point de vue SEO. Et ça veut dire que tes deux critères, ils sont en train de pousser de la même manière. Et à l'inverse, si tu pousses beaucoup trop les backlinks alors que la marque, elle est pas du tout là, ce qui va se passer, c'est que Google va se dire, il serait pas en train d'essayer de me spammer de backlinks pour me manipuler. Et de l'autre côté, si tu as énormément de marques et pas du tout de backlink, bah tu manques un peu d'un quick win en SEO qui serait juste acquérir plus de backlinks, ce qui te ferait grossir.
Oui, c'est la manière totalement cheatée, la manière Growhacker et ce serait hyper intéressant d'avoir même Romain sur ces échanges à ce niveau-là, parce que je sais que lui, là, je crois qu'il a vraiment poussé Black Hat à fond à ce niveau-là. Il me semble qu'il faisait beaucoup de spamming de backlink à un moment, donc Romain, il a fait surtout du spam sur des domaines expirés, beaucoup. Il a moins acheté de backlink que moi, je pense. Moi, pour le coup, j'étais dans des industries qui étaient border où on pouvait pas faire de pub, etc. Et on était vraiment obligé d'y aller au backlink pour créer des barrières à l'entrée, on va dire. Et ouais, je pense que dans ma carrière, maintenant, j'ai dû acheter, enfin, où tu vois, mes équipes ont acheté plus d'1 million d'euros de backlink assez facilement, en volume total. Et l'évolution, c'est super difficile de mesurer quand tu achètes énormément, mais globalement, des marques qui n'existent pas ou qui sont des toutes petites marques, tu leur mets des backlinks, elles commencent à exister, elles prennent des positions immédiatement. Donc ça reste un facteur qui est fort. Je pense que l'utiliser seul, c'est pas vraiment une stratégie, tu vois, et qu'en fait, ça doit être adossé avec une strate de contenu, avec une strate que techniquement le site soit viable, et évidemment, si possible, une strate d'acquisition plus globale et de marque et de navigation et de conversion, quoi. Mais yes. globalement, de base, si tu as une bonne strate de contenu avec une bonne strate de backlink, ça fait déjà des merveilles, quoi. Ouais. Alors justement, là, on retourne en 2020. Moi, je commence à m'intéresser. Alors, je continue à m'intéresser au SEO. Je découvre le monde merveilleux des domaines expirés sur le fameux site expiré de domaine. C'est peut-être pas. Je pense que ça fait partie quand même des meilleurs à mon avis. Ouais, c'est Et le je meilleur. découvre. Ouais, ça fait partie des Ah, références moi, je pour trouve toi. que c'est le meilleur. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est celui où il y a tout, en fait. C'est celui où il y a le plus de choses. Donc, si tu filtres bien là-dessus, normalement, tu as tout ce qu'il te faut. Ouais, après, il y aurait une vidéo encore une fois experte sur ça à faire, mais j'ai une agence d'ads, pas de SEO. Et en fait, je tombe sur ville-sarrebourg.fr. En fait, à l'époque, la mode des communes, c'était de faire des noms de domaine ville-le nom de la ville.fr. Et du coup, la mode a changé et après, t'achetais directement le nom de domaine de ta ville. Ce qui fait que j'ai pu acheter la ville de Sarrebourg avec tous les backlinks depuis le site du gouvernement, enfin, tous ces liens de méga autorité qui te boostaient à fond. C'est pareil sur les sites électoraux, enfin, les sites électoraux. Quand tu vas avoir, par exemple, je sais pas moi, Fillon 2017, en fait, ce site va souvent tomber à l'abandon après que les militants l'aient lâché. Et en fait, il a chopé max de backlinks pendant toute la campagne. Donc, c'est des sites en fait hyper puissants. Euh, Soit que tu peux rediriger vers ton nom de domaine, soit que tu peux créer, tu peux transformer en site plus ou moins cohérent. Ouais. C'est quoi un peu ton avis sur les domaines expirés en 2026? Est-ce que c'est la fausse bonne idée? Est-ce qu'il faut passer du temps? Est-ce qu'on fait de la redirection 301? Est-ce qu'on fait une espèce de site internet pour créer du contenu? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, le domaine expiré, ils étaient très puissants. Historiquement, ils ont perdu un petit peu de patate pendant une petite période. Et là, il y a un espèce de renouveau dû aux critères de navigation. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi. La première chose à savoir, c'est que tu parles de vieux coups qui sont des trucs intéressants. Marine 2017, notamment, ça avait été un coup énormissime par un gros SEO français qui avait derrière remonté un site affilié, les conseils de Marine, pour vendre des trucs sur Amazon. Franchement, c'était très très bien joué. C'était très bien. C'était un site assez énorme et il avait perdu un peu avec le temps, mais il avait fait un coup qui était magnifique sur le coup. Euh, les redirections 301, c'est vraiment un espèce de pile ou face, une chance sur deux que ça marche, une chance sur deux que ça marche pas. En général, c'est quand même pas mal de risques pour un résultat qui est un peu mitigé. Si ton domaine, il a un peu, le problème, c'est que tu peux acheter un domaine qui est pénalisé, par exemple, sans trop le savoir, et en fait, tu rediriges et hop là, tu pénalises aussi. Google, il met beaucoup de filtres aussi sur les relances de domaine. Donc voilà, un domaine qui a été expiré pendant 3, 4, 5 ans et que tu as envie de relancer maintenant, souvent c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, c'est un peu plus technique. Et grosso modo, généralement, il l'indexe pas, il le filtre et tu peux pas ranker. Et Google, il a pas envie de le faire sortir de la sandbox. Un point sur les noms de domaine expirés de ville. Parce que les SEO, c'était des fous furieux et qu'ils achetaient tous les noms de domaines de ville. Tu as parlé de ville-nanana. Il y avait beaucoup de domaines ville-, il y avait beaucoup de domaines CDC-, parce que c'était communauté de communes. Et ça, c'était une tendance énorme sur les communautés de communes aussi. Pareil, les domaines expiraient. Depuis, il a mis une sécurité où tu dois envoyer une lettre comme quoi tu es vraiment un représentant de l'État, etc. quand tu achètes les choses. Donc, sur les villes, ils ont calmé le jeu parce que c'était un boulevard, on va dire, pour les SEO qui se sont fait plaisir. Il y a encore plusieurs SEO qui dessinent des bons domaines de ville, donc il y a encore un gros truc là-dessus. Et récemment, ce qui s'est passé sur les noms de domaines expirés, c'est que comme les critères de navigation, de marque, etc., ont tendance à être beaucoup plus fortes qu'avant, ce que les gens font, c'est qu'ils récupèrent un domaine qui a justement ces critères de marque, de notoriété, de signal sociaux pour le relancer. Tu vois, en général, c'est de le choper pile le jour où il expire, tu le relances dans la foulée, comme s'il y avait une continuité. Google, il voit que du feu. S'il y avait des pages indexées, tu les gardes indexées. Et si derrière, tu as quelque chose genre une fiche Google Maps, si tu as des réseaux sociaux avec un peu d'abonnés, un peu de traction, si tu as un peu de requête marque, ton domaine, il risque, il y a des chances qu'il reparte assez fort, qu'il soit très bon.
voilà, pour même te donner une touche finale pour les Black Hat qui nous écoutent, à l'heure qu'il est dans les SERP autour du casino en ligne, qui est une thématique qui est énormissime et celle qui brasse le plus d'argent sur Internet à mon avis en ce moment. Euh, il y a Google et il est complètement cassé. Il autorise quasiment uniquement cette stratégie de spam sur des noms de domaines expirés. Donc en gros, tous les gens qui font de l'affiliation ou des choses sur du casino en ligne, ils rachètent beaucoup de noms de domaines expirés, ils les relancent à la chaîne en pur spam et après un mois, ils repartent et ils ressautent. Donc en ce moment, les noms de domaines expirés sont particulièrement chers parce que le marché a tendance à les propulser aux côtés Google. Le dernier point que je veux dire, c'est moi, je le déconseille globalement pour mes clients parce que si tu as un vrai business et que tu veux tenir au long terme, bah, autant que tu aies une marque que tu aimes bien, autant que tu aies quelque chose qui t'appuie, tu as le temps, tu vois, tu n'es pas obligé de sortir des résultats la semaine prochaine. Le SEO, c'est long dans tous les cas. Les risques que tu prends avec un domaine expiré, ils sont quand même plus élevés que sur un domaine classique. Une marque que tu construis, etc. Donc globalement, je le déconseille un peu pour mes clients parce que je trouve que c'est beaucoup de risques pour pas forcément un bonus qui est si important que ça. Ça peut être intéressant dans deux trois cas. Ça peut être intéressant si tu chopes un nom de domaine qui est vraiment puissant parce que tu avais une activité, parce que tu as trouvé son domaine, parce que voilà, et qu'il est pile dans ta thématique et que tu vas relancer et que tu l'as récupéré, qu'il est premium, etc. Pourquoi pas? Mais encore une fois, je préfère qu'on ait une vraie strate d'acquisition plutôt que se dire on va tout miser sur un domaine expiré. Le deuxième cas qui est vraiment intéressant, c'est dans le cas où tu achètes un domaine premium avec un joli nom de domaine. Je vais te donner un exemple. Récemment, il y a un gars qui a acheté barbecue.fr qui va très sûrement lancer dessus un e-commerce de barbecue. Bah, ça fait sens, tu vois. Dans ce cas-là, ça fait 100% sens que tu achètes barbecue.fr et que tu le payes cher et qu'il a déjà un peu de backlink et que ça soit un EMD en plus de ça. Donc un domaine qui match exactement un mot, une requête. Tout ça considéré, dans ce cas-là, oui, ça fait sens d'acheter un domaine expiré, mais tu l'achètes pas vraiment pour l'expirer, pas uniquement pour d'autres raisons aussi, etc. Ok. Ouais, non, mais bah, typiquement, un barbecue.fr, je sais pas si t'as l'info, mais c'est un nom de domaine que t'achètes sur expirer de domaine à un pas cher ou c'est un nom de domaine que t'achètes Non, super cher? il était réservé par quelqu'un et donc il a été revendu sur un deal privé entre guillemets et ça a coûté quand même un peu d'argent. Je sais plus, ça va plus te dire le montant, mais je te dirais comme ça de tête entre 5 et 50 000 euros, quoi, histoire de donner une fourchette. Ouais, ouais, histoire, merci. Là, je suis en train de regarder en même temps sur les expirés de domaine. C'est vrai que tu as des thématiques entières où tu as quand même pas mal de récurrences, des docteurs, des avocats. Là, je vois des trucs sur les auto-écoles. Beaucoup de réparations, volet réparation gironde.fr. Je suis totalement en train de sortir des références. Mais là, j'ai acheté récemment indépendantaire.fr. J'avais totalement oublié que j'avais acheté. Euh, Ça, c'est la maladie des SEO, par contre. Tu t'arrives dans le domaine expert, tu dis, oh, celui-là, il est cool, je ferai un bon projet avec. Tu l'achètes, et puis après, t'en fais rien. Et très souvent, je connais plein de SEO qui ont des cinquantaines, des centaines de domaines qu'ils ont achetés. Et ils ont remonté un blog, il y a 4 pages dessus, ils l'ont jamais alimenté. Et souvent, c'est un peu parce que tu t'imagines, t'as le projet, c'est le début d'un projet, c'est excitant, etc. Mais souvent, ouais. pour la réalisation derrière, en fait, faut être prêt. Et acheter un expert, c'est que, tu le fais qu'une fois, théoriquement, tu vois. Tu le fais pas 100 fois, sauf si tu montes des réseaux, et dans ce cas-là, c'est différent. Ou alors, c'est ton métier. Ou alors, c'est ton métier de C'est faire ton ça. métier. Soit en tant que broker, tu achètes des expirés, tu les revends après, ce qui est très compliqué parce qu'il faut trouver les bons domaines et en fait, il va falloir les vendre 100 fois ou 1000 fois le prix que tu les as achetés, grosso modo, pour faire un flip qui soit intéressant. Parce que tu es tombé sur une marque précise, sur un truc exact que tu voulais, etc. Et la deuxième option, c'est les gens qui font de la vente de backlink. Généralement, ils rachètent des noms de domaines expirés parce que c'est plus facile de relancer un nom de domaine expiré parce qu'il a déjà des backlinks lui-même, parce qu'il a déjà de l'autorité et il repartira plus rapidement. Et ils se moquent un peu de la qualité de leur marque et ils font juste des blogs dessus. Donc, grosso modo, généralement, sur les vendeurs de backlink, il y a beaucoup de rachats d'expire aussi. Donc, c'est un peu les deux profils, ça, en plus des spammers qui vont acheter pas mal de domaines expirés. J'ai presque envie de dire, tu vois, là, mon site indépendantaire.fr à l'ère de l'IA et ça fait une super transition parce que Léo, je te laisserai pas partir sans parler d'IA, bien entendu. J'ai envie de dire, je prends tout l'historique que je trouve sur Internet sur mon nom de domaine, je balance ça dans Cloud Code, je prends Cloud Code, je mets des skills et je défends. Je prends Cloud Code pour qu'il puisse me faire un site Internet adapté et je relance en deux temps trois mouvements un site Internet de zéro sans trop me prendre la tête. Il y a quand même moyen de l'industrialiser en 2026, tout ça. 100%, tu vas avoir deux, trois points. Le premier point, c'est que t'es pas le seul à faire ça. Les SEO, ils sont très fans, donc Google, il voit les sites Cloud Code qui sortent 5000 pages d'un coup et il aime pas trop ça. En général, il les filtre et après, il ressort plus, à moins qu'ils aillent générer justement
de la navigation, de la conversion à une vie en dehors de Google, grosso modo. J'ai eu, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu deux gars qui sont arrivés avec des sites Claude Code, des sites magnifiques, bien écrits, etc. Mais parce qu'ils ont sorti 5000 pages d'un coup, Google, il les a bloqués assez immédiatement. Pendant ce temps-là, leur site, il carbure sur Bing, hein. C'est le truc qui est un peu fun quand même. Bing, à l'ancienne, il leur dit, non, pas de problème, hop là, je vous envoie le trafic. Mais Google, il bloque pas mal ça. Donc, tu peux le faire, mais ce que je te conseille, c'est de les alimenter progressivement. Donc, tu vois, un par jour, quoi, quelque chose comme ça, histoire que ça puisse commencer à gagner et à scaler progressivement au lieu de le faire d'un coup. Et la deuxième chose, c'est il vaut mieux lui donner une vie en dehors de Google à un moment ou à un autre, parce que sinon Google te le récompensera pas vraiment. Même s'il y a des fois où ce que je dis est faux et qu'il y a des sites qui repartent en folie, le SEO, c'est toujours une zone où tu as une marge de négociation et une fourchette d'erreur de flou artistique qui est quand même assez large. De toute façon, c'est du reverse engineering, donc en fait, t'as pas de communication, t'as pas accès aux algos. Non. C'est- On n'a même pas un conseiller Google qui peut nous appeler au téléphone pour nous donner des mauvais conseils, tu vois, comme vous en ads, on a seulement nos petits doigts et nos yeux pour aller chercher sur Twitter ou sur des forums ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que, alors, attends, est-ce que je suis pas en train de lire que toi, finalement, le SEO, tu restes sur les fondamentaux et t'es pas trop à utiliser l'IA à tout va? Si, on utilise l'IA de ouf parce que ça nous a permis de nous passer des rédacteurs et en fait, tu vois, les rédacteurs qui étaient c'était relou, tu devais appeler un rédacteur, tu lui envoyais ton brief SEO, il rédigeait, c'était pas exactement comme tu voulais, hop là, tu lui demandais de changer, etc., etc. Tu devais potentiellement le former sur les outils sémantiques. Tout ça, ça faisait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on rajoutait et qui étaient plus longs et plus complexes. Donc moi, ça m'a permis de faire sauter cette partie-là. Et alors qu'il est, mes consultants, ils rédigent eux-mêmes, entre guillemets, avec Claude en ce moment, parce que bon, Claude, c'est le sang. Et du coup, directement, ils filent leur prompt, leur brief à Claude. Claude rédige, ils ajustent au fur et à mesure et ensuite ils publient manuellement. Donc voilà, le tout, c'est une page par jour, tu vois, ou 2 pages dans la journée, si tu as une bonne marque et un peu d'autorité, pas 100. C'est une question de mesure. Bah, tu vois, moi, c'est pour ça, là, sur le site de Convertix, j'ai mes articles de blog. Je fais en sorte de programmer à l'avance un article de blog par jour pendant 2, 3 mois. Au moins, je sais que ça tourne. Et même si c'est pas les articles les plus intéressants du monde, ils envoient des signaux, ça tourne, ils ont le mérite Ouais, d'être là. Et ils s'indexent surtout. ouais, c'est le plus important. Ouais, non, non, mais parce que, ouais, en fait, t'as vite fait de t'enfermer dans toute une stack technique. Ouais, le coût des 5000 pages, en fait, c'est la fausse bonne idée, finalement. C'est bon. Tu vois, il y a un gars avec qui j'ai discuté, il m'a envoyé son site. Son site, il était super propre. Le contenu était de bonne qualité, c'était intéressant, c'était bien formaté. Le seul problème, c'est qu'il avait sorti voilà, 5 ou 10 000 pages d'un coup, que la V1, elle n'était pas parfaite. Là, il l'avait améliorée, on avait repoussé l'indexation, mais Google l'indexait pas. Heureusement, ouais, ça prend pas, tu vois. Donc, moi, c'est encore une fois, la constat que j'ai fait par rapport à des calls clients ou des cas que j'ai vus, il y a des fois où ça marche et les courbes en général, elles montent très haut très vite et ensuite elles s'écroulent. Mais la plupart du temps, vaut mieux construire progressivement parce que Google, il sait que un signal de spam, c'est vous essayez de faire trop rapidement, quoi. Ouais, tu te prends un strike, un strike et ça a un impact sur le long terme sur ton site internet, finalement. Ouais, c'est ça. Après, en fait, si tu as une marque que tu veux vraiment play sur le long terme, c'est pas possible si tu t'es fait exploser à un moment ou un autre. Il faut le faire progressivement et voilà, faut construire doucement pour avoir le temps d'avoir du feedback de la part de Google. Ouais, très clair. Aujourd'hui, on est le 24 mars. Hier, on était le lundi 23 mars. Jusqu'à là, pas de souci. Quand je me suis réveillé, j'ai eu une très forte envie. C'était de taper sur Google meilleur consultant SEO 2026. Et là, j'en ai eu plein les yeux. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, Léo? Je sais même pas, je ressors. Ah ouais, mais attends, je sais même pas si je ressors sur cette requête. C'est même pas une requête que j'ai travaillée, mais j'ai un de mes gars qui a fait une dinguerie il y a pas longtemps sur cette requête. Alors attends, je regarde. Meilleur Ah, ça a consultant bougé. Je crois SEO que ça a bougé. en France 2026. Je vais voir ce que ça donne. Mais parce qu'en fait, il y a de la variation avec chaque truc. Ouais. Je suis dans le top 10, ça fait plaisir. Putain, c'est toi qui nous as mis dans le top 10 en plus, c'est trop bien, merci, ça Attends, on régale. convertit. Moi, j'ai le site Convertix qui nous donne en Alors, on source. tout ça, mais je compte bien sur le fait qu'après cet échange, on se fasse des échanges, on Des s'entraîne. échanges de mentions, mais ouais, avec plaisir. Ah ouais, pour parler, Je faisais hein, référence à vas-y. Wikipédia, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je faisais référence à ton post par rapport à Wikipédia, en fait. Ah ouais, Wikipédia, ouais, bah justement, ça, c'est un gars de ma team qui a fait une folie là-dessus. Euh, En gros, nous, moi, mes employés, on est tous des bidouilleurs dans l'âme et des hackers et des black hats de formation. Tu vois, on a tous eu un esprit de essayer de tricher. Et c'est fou parce que là, je t'ai donné que des choses fondamentaux et on va faire les choses bien, etc., etc. Parce que nos clients, c'est des vraies marques et qu'ils ont besoin d'avoir une vue long terme. Mais on adore découvrir comment est-ce qu'on triche sur l'algo parce que ça nous permet de mieux le comprendre.
Et ce qu'a fait un de mes gars, c'est qu'il a pris du Wikipédia et il a fait une page avec les meilleurs consultants SEO. Il a réussi à l'indexer rapidement avant qu'elle se fasse takedown. Et ensuite, elle est restée première, tu vois, sur Google pendant peut-être 3-4 jours, quoi, quelque chose comme ça. Entre-temps, ChatGPT la catch-up, il nous citait en tant que les meilleurs consultants SEO pendant quelques temps, etc. Donc, assez fun. C'est le genre de choses qu'on expérimente, tu vois, régulièrement avec l'équipe. Et là, je suis content parce que c'est souvent, j'ai un peu les meilleurs tips Black Hat, étant donné que je parle avec Romain très régulièrement, que c'est le roi des Black Hat français. Mais là, pour le coup, ça m'a fait plaisir de voir un des gars de ma team qui arrive avec cette astuce et qui disent, bah, tiens, regarde, tiens, j'ai réussi à faire ça. J'étais là, putain, quelle merveille. Donc, je sais plus ce qu'il nous avait mis. Lui, c'était mis Irving numéro 1, leader incontesté du SEO mondial, quelque chose comme ça. Léo numéro 2, top consultant, tout et tout. Donc, ouais. Il a vraiment fait une clé de bras parce que là, enfin, là, je tape meilleur consultant SEO 2026. J'ai le classement Ouais, t'as le Wikipédia. classement avec le Wikipédia, tu vois, avec le 1, 2, 3, 4, où lui, Irving est premier, moi, je suis deuxième, et je sais plus qui est-ce qu'il a mis après. Mais la page, du coup, ouais, c'est juste qu'en fait, elle a été publiée directement sur Wikipédia. Elle s'est fait strike par les correcteurs de Wikipédia Mais parce que entre-temps, on a eu quelques secondes et dans ces quelques secondes, on a pu faire ce que la magie qu'on sait faire, c'est-à-dire nous placer, faire en sorte que Google la prenne, la catch-up et qu'il la lâche pas, tu vois. Parce que la force de Wikipédia, c'est que même si elle est en 404 pendant, tu vois, depuis une semaine, elle ressort encore. Parce que le domaine est trop puissant, l'info est trop bonne, etc. Donc alors qu'il elle ressort encore. il y a un secret pour booster son indexation. T'as fait tes propres backlinks. C'est des T'as secrets des, internes. t'as des indexeurs qui existent en fait. T'as des outils qui sont experts dans l'art d'indexer. C'est pas forcément tous des outils excellents. Il y a plein de méthodes différentes qui existent pour indexer. Ça peut aller de quelques centimes à quelques euros par page pour indexer. Donc t'as plein de possibilités, mais là en l'occurrence on a utilisé un bon indexeur et derrière ça nous a permis d'indexer cette page très rapidement. Ouais, non mais c'est trop intéressant. Ça typiquement les indexeurs, alors c'est déjà un niveau avancé. En fait, je sais pas si ça devient peut-être même trop technique parce que moi finalement les gens qui vont regarder cette vidéo, ça va plutôt être des chefs d'entreprise ou des responsables marketing qui gèrent eux-mêmes pour leur boîte, qui veulent comprendre le contexte, ce qu'on fait. Mais les indexeurs, ouais, ça devient quand même assez costaud, je C'est pense. déjà, ouais, c'est déjà des outils de SEO, par les SEO pour les SEO. Honnêtement, c'est déjà assez avancé. L'essentiel, je pense, s'il y a un respo marketing ou tu vois un directeur qui a envie de développer sa boîte et qui nous suit et qui veut faire du SEO, la première chose à faire, c'est si t'as pas un CMS traditionnel entre guillemets, vérifie très rapidement avec une agence que ton site il est indexable, que ça tourne, qu'il n'y a pas de problème technique. Normalement, ça va pas coûter très cher. Bon, bah voilà, si tu as déjà payé pour un CMS custom, en général, tu as un peu de budget pour le faire. Si tu as un CMS traditionnel, les trois actions que tu vas devoir faire. La première chose, c'est de publier du contenu. Tu publies le mieux si tu veux augmenter la cadence. Tu peux aller jusqu'à un article par jour, mais sinon un article par semaine, ça suffit. Sur des mots-clés qui sont pertinents pour ta cible, sur des cas clients qui sont intéressants, bref, sur la vie de ton secteur et ton agence, les tendances du moment, tout ça, tout ça. La deuxième chose, ça va être d'acquérir des backlinks. Le plus simple pour ça de base, c'est tu vas voir tous tes partenaires, tous tes employés, tous les gens avec qui tu collaborent, tous tes clients, tous tes fournisseurs, et tu leur dis voilà, on aimerait bien faire un backlink vers chez vous, vous faites un backlink vers chez nous. C'est des échanges ABBA, c'est pas l'idéal en termes d'échange, mais au moins tu peux simplement demander est-ce que vous pouvez faire un backlink vers chez nous, et ça va permettre de construire un peu ton autorité. Et Google il va comprendre ok donc ça c'est ses fournisseurs, ça c'est ses clients, il va pouvoir te situer dans ton écosystème, et donc c'est pas mal. Si jamais vous n'avez pas de fournisseurs, pas de clients, etc., et que vous voulez acheter des backlinks et les payer, vous pouvez aller sur linkavista.com et directement pouvoir vous en vendre. Le troisième aspect, qui est intéressant surtout à l'ère de ChatGPT, parce qu'il fallait qu'on le mentionne quand même, c'est le fait d'avoir des listings qui vont parler de vous. Donc en général, des top 10 des meilleurs, votre activité, qui vont vous mentionner le plus haut possible sur le web. Et avec des listicles comme ça, des listings et des mentions un peu partout sur le web autour de votre activité, généralement ChatGPT il va pouvoir vous citer en tant que la meilleure solution pour quelque chose. Grosso modo, moi, je trouve que c'est les trois choses qui sont les plus essentielles à faire au quotidien. Et tu peux te dire, essayez d'aller chercher un article par semaine, un backlink par semaine, et si possible, un listicle média peut-être une fois par mois, parce que c'est un peu plus d'effort pour aller le placer. Et sachez que les listicles médias, on va aussi les faire sur linkavista.com très, très rapidement. Bon, à mon avis, demain, c'est fait. Donc, normalement, à partir du 25 mars, vous pouvez acheter directement des textes placés sur des médias qui vont parler de votre activité. Ça délivre très fort. Les classements, en fait, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer nos propres classements. Moi, je te fais l'exemple, meilleur consultant SEO, c'est un échange que j'ai fait avec Paul Vengeon. Bon, bah, on a fait un échange, lui, il avait une page orientée ads, moi j'avais pas de page orientée SEO. J'ai vraiment créé une page, mais 100% IA, bien, enfin vraiment pas optimisée, meilleur consultant SEO 2026. J'ai donné quelques consignes, hein, typiquement pour avantager certaines personnes.
Et là, tu vois, quand je tape meilleur consultant SEO 2026 sur ChatGPT en Ah, moi, navigation. les catch-up, hein, moi, elle est sur mon desktop en navigation privée, c'est Convertix qui est utilisé en source. Ouais, mais alors pour moi, tu vois, pour toi, Léo, c'est Wikipédia pour moi. Par contre, Emmanuel de Vaumoret, c'est Uplix. Donc Ouais. Uplix, j'avais déjà publié quelque chose en décembre. Et moi, tu vois, grâce à moi, avec Convertix en source, j'ai Paul Vengeon qui ressort parce que je l'ai mis en premier. J'ai Olivier Dufez qui ressort aussi grâce à moi. Donc tu vois, c'est intéressant parce que je suis devenu une source en me prenant vraiment pas la tête. Et toi, de ton côté, c'est grâce à moi que tu apparais apparemment, mais moi, de mon côté, c'est grâce à Wikipédia. Ah, en fait, ChatGPT, il prend plein de sources, il change de source très régulièrement. Il y a des sources qui prend beaucoup plus que d'autres. Et on pourrait parler pendant des heures et des heures des sources qu'il prend, de qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas, du niveau de trust qu'il a envers chaque source. Mais grosso modo, un site qui est légitime dans son environnement et qui a un peu de puissance SEO et qui rank sur Google, généralement, c'est un site qui va être réutilisé par ChatGPT à un moment ou à un autre et qui fait qu'on sera cité de temps en temps. Voilà, faut pas freak out si votre source elle est pas prise du jour au lendemain sur ChatGPT sur votre PC. Peut-être qu'elle sera prise sur le téléphone d'un gars qui est basé à Nantes dans 2 jours. Voilà, ça change beaucoup en fonction des profils, des questions, de tout ça. Les sources changent, les requêtes changent, les fanouts changent. Il y a beaucoup de changements. Mais globalement, une source qui tape très bien, très fort dans meilleur le nom de votre activité, là en l'occurrence, imaginons que Convertix tape très bien sur meilleur agent, meilleur consultant SEO et qu'elle rank bien, elle va être reprise assez massivement par ChatGPT généralement. Surtout que moi là j'ai un concurrent phare. Alors moi je suis sur la partie agence Google Ads, agence SEA, tout ce wording. J'ai un concurrent, bah non pas DataShake Ah, déjà, DataShake, c'est des fous furieux. Ouais, AdsRank. Donc c'est AdsRank. Je sais pas si ça te parle AdsRank. non, ça me dit rien. C'est une agence qui est spécialisée sur Google Ads et Microsoft Advertising, donc ils sont très nichés pour le coup. Et je sais pas comment ils font. Tout leur classement dans chaque ville rank super bien. Leur site est assez classique, hein, mais ils arrivent à vraiment ranker super bien sur chaque ville. Et à chaque fois que je fais une recherche IA, ils apparaissent. Et enfin, il y aura un cas particulier entier à faire sur eux. Euh, tout leur classement rank super bien. Je tape classement agence Google Ads Toulouse, leur Ouais, classement va directement être dans le top. Alors, je me défends aussi pas mal, mais je j'arrive pas à comprendre. Ils sont en moyenne devant moi en fait. Ils sont en moyenne ouais. meilleurs que moi. Et ça me va pas ça. Ouais, après ça dépend vraiment. Tu vois, ils sont toujours un peu devant moi quoi. Euh, Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Il faudrait que j'analyse le site pour te dire exactement qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas, quoi. Comme ça, je pourrais te dire précisément qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en SEO pour que tu performes mieux, quoi. Je te demande une petite presta. Ouais, bah écoute, carrément, un grand plaisir. On a plein d'échanges aussi à faire. Moi, je peux te mettre encore davantage en avant sur la partie SEO et inversement, Ouais, je c'est te toujours un mets sous la plaisir en tout cas. pression. T'as raison, t'as raison. Et si on est ici pour acquérir du trafic, hein. On est ici, on fait la démo en live, on s'acquiert mutuellement. Ah bah non mais carrément et surtout que c'est la preuve qu'on peut faire des super synergies et enfin c'est de la démarche qu'il faut faire. Moi tu vois hier j'étais en intervention pour une association dans l'entrepreneuriat et je donnais des fondamentaux SEO parce que j'ai quand même quelques fondamentaux mine de rien et je disais aux gens en fait à la fin il y a un buffet bah allez chercher vos backlinks au buffet. Vous avez tous des bots, vous avez normalement tous des sites, vous avez des synergies à faire. Euh, Moi, il me semble qu'aujourd'hui, un lien, il est soit pris en compte parce qu'il est qualitatif, soit ignoré. Il n'y a plus de négative Non, exactement. Ouais. Depuis 2018 à peu près. Soit les liens ils sont pris en compte parce qu'ils sont quali ou parce qu'il y a de la pertinence, etc. Soit ils sont ignorés. Et grosso modo, Google il prend le lien et lui applique un facteur de bonification. Donc en fait, il va dire bah, voilà un lien, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien. Et au pire du pire, on le nullifie, on le met à zéro. Au mieux, il est à 100% de puissance, mais t'as pas vraiment de choses négatives. Donc il faut pas hésiter à acquérir du lien. C'est vraiment quelque chose qui est autant 2014, je leur ai dit bon, faites attention à les IMOLO, etc., etc. Autant c'est encore un petit peu le cas sur les encres. Faites attention sur l'encre que vous utilisez. Mettez pas toujours votre mot-clé exact en encre. Mettez voilà votre nom, votre marque, l'URL directement. Variez un peu tout ça. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de pression là-dessus et on peut y aller au niveau acquisition. Ok, trop bien. Je pense qu'on a abordé plein de sujets, on pourrait rester encore des heures et des heures, il y a plein de sous-thématiques à aborder. Léo, ouais, je pense que je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à partager, un appel à l'action peut-être à nous présenter?
Bah écoute, avec plaisir. Si jamais vous voulez qu'on discute plus en profondeur de votre SEO, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur le site, sur YouTube, peu importe. Vous trouverez des CTA un peu partout. Ça sera pas très difficile d'aller retrouver ça. Et sinon, à la rigueur, si jamais vous êtes juste intéressé par le SEO, bah, vous pouvez venir suivre sur ma chaîne où je parle de SEO quotidiennement. On a aussi une chaîne commune avec Romain qui s'appelle Romain Elio. Et vous devrez trouver là-dessus pas mal de conseils SEO, un peu plus black hat, un peu plus sournois en général, choses qui sont assez intéressantes aussi. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci à Si toi, vous aimez la William. vidéo, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Convertix. Nous, on parle plus d'ads en général. C'est plus notre cœur de métier, de tracking, d'acquisition plus payante. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas, bombardez les commentaires. On pourra peut-être faire un match retour avec Léo pour répondre aux questions s'il y en a beaucoup. C'était William de Convertix et Léo d'Astrac et on se retrouve à très vite. Merci, au revoir.